Imaginez, tu marches dans les rues de la Rome antique en l'an 67 après Jésus-Christ, et soudain tu vois quelque chose qui glace ton sang. L'empereur lui-même, Néron, traverse le forum, main dans la main avec ce qui semble être sa nouvelle épouse, une jeune femme éclatante, parée de soie et de bijoux. Mais derrière eux, les murmures grondent, car tout le monde connaît la vérité monstrueuse. Cette femme, aux côtés de l'homme le plus puissant du monde, n'était autrefois qu'un garçon nommé Sporus. Et ce que Néron lui a fait subir reste l'un des actes les plus terrifiants de manipulation psychologique et de cruauté physique de toute l'histoire. Avant de sous-marine dans ces récits oubliés de souffrance et de survie. Si tu aimes découvrir les vérités cachées du passé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me dire en commentaire d'où tu écoutes cette histoire. C'est fascinant de penser qu'à travers le temps et l'espace, nous sommes réunis par la même curiosité pour l'histoire. Mais attention, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple conte d'excès romain. C'est l'histoire de la façon dont le pouvoir absolu peut transformer l'amour en obsession, le deuil en folie, et un être humain en poupée vivante, créée pour satisfaire le fantasme malade d'un seul homme. Le nom de Sporus ne t'est peut-être pas familier, mais son destin, lui, entra ton esprit longtemps après cette vidéo. Commençons par celui qui fut l'architecte de cette tragédie, Néron. Néron n'était pas né monstre. Au contraire, ses débuts sur le trône laissaient entrevoir un avenir radieux. À seulement 16 ans, lorsqu'il accède au pouvoir, beaucoup de Romains pensent assister à l'aube d'un âge d'or. Il réduit les impôts, finance les spectacles grandioses et monte même sur scène pour divertir le peuple. Mais le pouvoir absolu corrompt même les âmes les plus prometteuses. Et en 65 après JC, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de l'empereur. Peut-être était-ce la paranoïa constante, ce sentiment d'être entouré d'ennemis avides de son trône. Ou peut-être la solitude d'un homme que personne, dans un empire de 60 millions d'âmes, n'osait jamais contredire. Peut-être aussi était-ce lié à la femme qu'il prétendait aimer plus que sa propre vie. Son nom était Poppée Sabina. Elle incarnait tout ce que Néron désirait chez une femme. Une beauté à couper le souffle, une intelligence à la hauteur de ses rêves de grandeur, et une ambition capable d'embrasser son soif de gloire éternelle. Mais Poppée n'était pas qu'un joli visage dans les couloirs du palais. Elle possédait une intelligence politique acérée, assez pour devenir un allié redoutable, ou un ennemi implacable. Lorsque Néron croise son regard pour la première fois, il est déjà marié à Octavie, la fille de l'empereur précédent. Un mariage froid sans amour dicté par la politique. Octavie était discrète et réservée, tandis que Poppée brillait au centre de toutes les attentions. Ce qui commençait comme un simple scandale d'adultère devint rapidement beaucoup plus dangereux. Néron n'était pas seulement attiré par Poppée, il en était obsédé. Néron était dévoré par sa beauté, consumé par elle au point de terrifier ses propres conseillers. Les historiens de l'époque ont déterminé son comportement comme de plus en plus instable, obsessionnel. Il entrait dans des colères meurtrières si un homme osait poser les yeux un peu trop longtemps sur Poppée. Lors des cérémonies publiques, il fit afficher des gardes autour d'elle en permanence, officiellement pour la protéger, mais en réalité pour surveiller chacun de ses gestes, chaque regard, chaque mot. Il la couvrait de présents insensés, des bijoux venus d'Inde, des soieries de Chine, des parfums d'Arabie, des trésors qui vidaient peu à peu les caisses de l'Empire. Mais le signe le plus inquiétant de cette obsession, ce fut la façon dont Néron commença à remodeler la réalité elle-même pour l'adapter à son désir. Il répudia Octavie, un acte choquant qui lui fit perdre de nombreux soutiens. Puis, il annonce son intention d'épouser Poppée lors d'une cérémonie impériale grandiose. Un mariage d'un luxe jamais vu, où Néron dépensa sans compter pour afficher sa dévotion. Mais même le mariage ne suffisait pas. Néron voulait posséder Poppée totalement. Il l'isola peu à peu de sa famille et de ses amis, l'entourant uniquement de personnes qui devaient tout à sa faveur. Il fit commander des dizaines de portraits, de statues, parfois uniquement pour ses appartements privés, afin de contempler son image même lorsqu'elle n'était pas à ses côtés. On raconte que l'empereur passait parfois des heures, immobile, à simplement l'observer vivre ses journées. Ce n'était plus de l'amour, c'était de la possession. Pour lui, Poppée n'était plus une femme, mais un objet magnifique, une créature façonnée pour son plaisir. Poppée, elle, comprenait le jeu dangereux qu'elle jouait. Elle savait que sa beauté et l'obsession de Néron lui donnaient un pouvoir immense. Mais elle savait aussi que ce pouvoir était fragile et que l'ombre de la mort planait toujours au-dessus d'elle.
Alors elle utilise son influence pour favoriser sa famille, consolider des appuis, préparer un filet de sécurité si jamais l'amour de Néron venait à se briser. Mais Poppée avait un défaut fatal, elle n'avait pas peur de Néron. Contrairement à tous ceux qui arrivaient dans sa cour, elle osait lui tenir tête. Elle discutait de ses choix politiques, critiquait ses ambitions artistiques et parfois même se moquait de ses performances lorsqu'elle les jugeait médiocres. Puis vint ce jour funeste, en 65 après JC. Les sources divergent sur les détails, mais toutes s'accordent sur l'enjeu. Ce qui commença comme une dispute banale, certains disent à propos des cours de char, d'autres à propos de ses pièces de théâtre, dégénéra en tragédie. Selon Tacite, l'argument prend une tournure fatale lorsque Poppée osa remettre en question les priorités de Néron. Elle l'accuse de se soucier davantage de son image publique que de ses devoirs d'époux et de père. Elle était alors enceinte de leur deuxième enfant, et peut-être que le poids de cette grossesse l'avait rendue moins tolérante aux caprices de son mari. Ce qui se passe ensuite reste l'un des épisodes les plus sombres de la vie de Néron. Dans un accès de rage, il frappa sa femme enceinte. Certains disent d'un seul coup terrible porté à l'abdomen. D'autres parlent d'une attaque prolongée, de coups répétés, laissant Poppée inconsciente et ensanglantée sur le marbre froid. Ce qui est certain, c'est que l'empereur de Rome, maître de 30 légions, adoré comme un dieu en Orient, venait de détruire de ses propres mains la seule chose qu'il prétendait aimer plus que tout au monde. Néron avait détruit, de ses propres mains, la femme qu'il avait tant idolâtrée. Et ce qu'il découvre ensuite, ce fut l'impuissance absolue. Les sources antiques caractérisent la scène comme l'une des plus pathétiques de toute l'histoire impériale. On raconte qu'il se jeta sur le corps de Poppée, tantôt en la suppliant de lui pardonner, tantôt en lui ordonnant de vivre. Comme si son autorité d'empereur pouvait s'étendre jusque sur la mort elle-même. Il convoqua les meilleurs médecins de Rome, leur promettant des fortunes s'ils parvenaient à la sauver, et les menaçant de torture s'ils échouaient. Mais il était trop tard. Poppée mourut en quelques heures, important avec elle l'enfant à naître qui aurait pu devenir l'héritier de Néron. À cet instant, quelque chose se brisa définitivement dans l'esprit de l'empereur. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était une rupture totale avec la réalité. Le deuil de Néron devint légendaire. Il refuse que le corps de Poppée soit brûlé, comme le voulait la coutume romaine. À la place, il fit embaumer son corps et l'enferma dans un tombeau plus somptueux que ceux des empereurs avant lui. Il la déclare divine, institua un culte en son honneur et passa des jours entiers à parler à son cadavre, persuadé qu'elle l'écoutait encore. Dès lors, la cour impériale entre dans une ère encore plus dangereuse. Les courtisans devaient entretenir la fiction que Poppée était toujours en vie. On parlait d'elle au présent, et son siège restait vide lors des banquets. Quiconque osait suggérer à Néron de tourner la page était exilé ou exécuté. C'est au cours de cette folie que le destin de Sporus se noua. Le jeune garçon, lui, n'avait aucune idée de l'horreur qui l'attendait. Il avait alors à peine 14 ou 15 ans. Né esclave dans la maison impériale, il avait été affranchi enfant et élevé au cœur même du palais. Son éducation raffinée le préparait à devenir administrateur, un poste de prestige par rapport à la majorité du peuple romain. Car les affranchis de l'empereur attirent souvent mieux que de nombreux citoyens libres. Mais ce privilège avait un prix, une dépendance totale à la faveur impériale. Tout leur avenir reposait sur la générosité de leur ancien maître, et cette faveur pouvait du jour au lendemain se transformer en disgrâce, en punition ou en mort. Ce qui attira l'œil de Néron chez Sporus n'était ni son intelligence, ni ses compétences. C'était son visage. Plusieurs sources antiques l'affirment, le jeune garçon évoque étrangement à la défunte Poppée. Ses yeux, la finesse de ses traits, tout rappelait la beauté disparue de l'impératrice. Dans une Rome où l'on croyait que la ressemblance physique pouvait traduire un lien spirituel profond, ce détail semblait presque surnaturel. La première fois que Néron posa les yeux sur Sporus après la mort de Poppée, quelque chose s'illumina dans son esprit brisé. Il crut voir l'occasion de réparer l'irréparable, de retrouver ce qu'il avait perdu. La ressemblance était si troublante que, l'espace d'un instant, Néron semblait persuadé que l'esprit de Poppée était revenu, réincarné dans ce jeune corps. Bien sûr, il restait un détail. Sporus était un garçon. Mais pour un homme qui se prenait pour un dieu, qui avait déjà passé des mois à parler à un cadavre, ce n'était qu'un obstacle mineur. Et ce qui suivit
allait devenir l'un des actes les plus froidement calculés de tout son règne. Ce qui suivit fut l'un des actes de cruauté les plus monstrueux de toute l'histoire. Néron ne se contenta pas d'imposer à Sporus de se travestir en femme. Il décide de rendre la transformation définitive. Il convoqua les meilleurs médecins de Rome et leur ordonna de pratiquer une opération sur le jeune garçon. Non pas pour le soigner, mais pour le mutiler, pour effacer son identité, pour le remodeler en une copie vivante de Popée. L'intervention était dangereuse, atrocement douloureuse et souvent mortelle. Beaucoup mouraient d'infections, de perte de sang ou de la brutalité même du geste chirurgical. Mais même si Sporus survivait, il serait à jamais changé. Il ne pourrait jamais avoir d'enfant, jamais connaître une relation normale, jamais être reconnu comme un homme à part entière par la société romaine. Tout se déroula dans les appartements impériaux, spécialement préparés pour l'occasion, avec des instruments rudimentaires, une anesthésie primitive et des gardes pour maintenir le jeune garçon hurlant de douleur. Ses cris, étouffés par les murs du palais, ne perçoivent aucun écho. La convalescence dure des semaines, peut-être des mois, et une fois qu'il put de nouveau se tenir debout, Néron annonce quelque chose qui choqua même l'aristocratie blasée de Rome. Il allait épouser Sporus. Oui, un véritable mariage impérial. Une cérémonie somptueuse, des mois de préparatifs, des trésors engloutis pour façonner ce simulacre. Sporus reçut un nouveau nom, Sabina, celui de l'impératrice morte. Il fut installé dans des appartements luxueux, surveillé, préparé, modelé pour son nouveau rôle. Des couturières impériales ont créé des robes sur mesure, conçues pour flatter son corps modifié et masquer les dernières traces de masculinité. Les joailliers les plus habiles ont oublié des bijoux spécialement pour lui, beaucoup de serties de pierre qui avaient autrefois appartenu à Popée elle-même. Chaque parure, chaque tissu, chaque détail n'était pas seulement un ornement, c'était une relique, un morceau de la femme disparue que Sporus était forcé d'incarner. Des maquilleurs l'initièrent aux cosmétiques, comment souligner ses yeux avec du kohl, rosir ses joues avec du fard, adoucir ses traits avec des poudres. Chaque séance n'était pas un simple exercice de beauté. C'était une tentative d'effacement, une réécriture de son visage. Les coiffeurs passaient des heures à lui sculpter la chevelure selon les modes des femmes aristocratiques. Boucles, torsades, ornements précieux fixés avec des outils brûlants. Un rituel quotidien, interminable, où son corps devenait un objet façonné par d'autres mains. Mais ce qui détruisit le plus profondément Sporus, ce fut sans doute l'endoctrinement psychologique. Des tuteurs lui apprennent à marcher comme une femme, à s'asseoir, à tenir ses mains, à bouger avec grâce au lieu de force. Des maîtres de voix le forcèrent à modifier son timbre, à parler plus haut, à adopter les tournures et les manières de langage féminin. Peux-tu imaginer l'ampleur de cette torture psychologique ? Jour après jour, il apprenait à nier ce qu'il était, à jouer un rôle qui n'était pas le sien, à effacer sa propre existence pour devenir le fantôme d'une femme morte. Chaque jour, Sporus était forcé de se regarder dans un miroir et d'y voir le reflet d'un étranger portant son visage. Chaque leçon de comportement féminin lui rappelait que son identité était en train d'être systématiquement effacée. Chaque bijou ayant appartenu à une morte n'était plus un ornement, mais une chaîne. Un rappel constant du rôle qu'il n'avait jamais choisi. Le mariage fut fixé au printemps 67, après JC, pour coïncider avec des fêtes religieuses et donner à l'événement une aura sacrée. Néron n'épargna aucune dépense. Il traite cette union comme un véritable mariage impérial, digne du plus grand empereur de l'histoire de Rome. La cérémonie eut lieu dans la plus vaste salle du palais. Des fleurs exotiques venues de tout l'Empire ornèrent les murs. Des milliers de lampes à huile illuminèrent la scène. Des musiciens jouaient les hymnes traditionnels du mariage, tandis que les serviteurs offraient les mets et les vins les plus raffinés. À ceux qui ignorèrent la vérité, tout cela pouvait ressembler à un mariage impérial ordinaire. Mais ceux qui savaient comprenaient qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit, de monstrueux. L'homme le plus puissant du monde épousait un adolescent mutilé, déguisé en son épouse morte. Toutes les traditions furent respectées, l'échange des vœux, les mains jointes, le pain sacré partagé, les documents légaux signés. Tout pour rendre cette union officielle aux yeux de Rome. Les invités jouèrent leur rôle à la perfection. Félicitations, cadeaux somptueux, sourires forcés. Mais ces masques polis,
L'air devait être chargé d'horreurs muettes, de fascinations morbides et de cette tension glaciale qu'on ressent quand on sait participer à quelque chose de profondément immoral. Après le mariage, Néron traita Sporus comme une véritable impératrice. Il reçut son propre personnel, ses appartements privés, une rente issue du trésor impérial. On lui assigna une litière pour voyager, des chevaux, une suite entière de serviteurs et de partisans. Mais derrière ces apparences de luxe, il n'y avait qu'un prix terrible, l'effacement total de son identité et l'obligation d'incarner chaque jour un rôle psychologiquement insoutenable. Sporus devait accompagner Néron aux cérémonies publiques, siéger à ses côtés au banquet, se comporter en épouse aimante devant tout le monde. Et le pire, c'est que Néron semblait y croire réellement. Il s'appelait Sporus par le nom de Poppée. Il évoquait des souvenirs qu'il avait partagés avec la morte et attendait que Sporus réagisse comme si ces souvenirs lui appartenaient vraiment. Pour Sporus, chaque jour devait être une performance à haut risque. La moindre erreur, le moindre doute, pouvait signifier la mort. Il ne devait pas seulement paraître une femme, il devait être Poppée. Quand Néron parlait d'événements passés, Sporus devait feindre de s'en souvenir. Il développe une habileté quasi surnaturelle pour anticiper les humeurs de l'empereur et y répondre parfaitement. Mais à mesure que les années passaient, il s'enfonçait dans une mélancolie profonde. En public, il jouait son rôle à la perfection. Mais en privé, il s'effaçait peu à peu. Chaque matin, il se réveillait dans une chambre décorée à la gloire d'une femme qu'il n'avait jamais connue. Chaque miroir lui renvoyait l'image d'un être qui n'était plus lui. Chaque mot échangé n'était qu'un mensonge, une mémoire volée. Pendentif plus de 2 ans, Sporus vécut dans cette cage dorée. Un fantôme imposé par la folie d'un empereur. Et puis, son calvaire atteint une nouvelle dimension. Car Néron, se croyant artiste, a décidé de partir en tournée en Grèce pour participer aux concours et festivals où il pensait enfin être reconnu à sa juste valeur. Et naturellement, Sporus dut l'accompagner, exhibé devant les dignitaires étrangers comme l'impératrice de Rome. Imaginez la scène, les Grecs héritiers d'une civilisation raffinée, regardant ce cortège et voyant, aux côtés de l'empereur romain, non pas une impératrice, mais un adolescent mutilé, condamné à incarner à jamais une morte. Imaginez les aristocrates grecs tentant de comprendre la scène, leur conquérant romain, Néron, voyageant avec un adolescent mutilé, travesti en femme, et exigeant que tous jouent le jeu de cette fiction grotesque. Mais en 68 après JC, les excès de l'empereur avaient enfin dépassé les limites. Des rébellions éclatèrent dans tout l'Empire, menées par des gouverneurs lassés de ses caprices et de son mépris du pouvoir. La garde prétorienne se retourne contre lui. Le Sénat alla jusqu'à le déclarer ennemi de l'État. Néron quitte Rome avec une poignée de fidèles, et parmi eux, Sporus. Jusqu'au bout, même face à la mort, l'empereur refusa d'abandonner le reflet vivant de Poppée. Ils se réfugièrent dans une villa aux portes de Rome, accompagnant un miracle ou la capture. Néron oscillait entre plans d'évasion délirants et préparatifs théâtraux pour son propre suicide. Quand ses ennemis se rapprochent, il fit enfin son choix, mourir plutôt que d'être pris. Et ce fut ainsi que le tyran s'éteignit. Mais sa mort laissa Sporus terriblement vulnérable, car lui était aussi devenu un symbole du règne honni de Néron, un trophée convoité, mais aussi un fardeau dangereux. Alors commença une descente encore plus tragique. Sporus est devenu un pion politique. On se l'arracha comme un objet précieux, d'abord Othon, puis Vitellius. Chacun le traitant comme Néron l'avait fait, lui imposant de s'habiller en femme, l'appelant par le nom de Poppée. Sous l'empereur Vitellius, son calvaire atteignit l'ultime abîme. Vitellius décida de l'exhiber dans le Colisée, lors d'un spectacle où il devait incarner une figure mythologique humiliée, devant des milliers de spectateurs en délire. Pour Sporus, c'était la dégradation ultime, le dépouillement final de sa dignité. Alors, plutôt que de subir cette ignominie, il fit le seul choix qui lui restait, le premier choix vraiment libre depuis des années. Il mit fin à ses jours, sans doute par poison. Il n'avait probablement pas plus de 20 ans. Dans la mort, Sporus échappa enfin au théâtre monstrueux qui avait dévoré son existence. Son histoire fut utilisée par les historiens antiques comme un symbole de décadence impériale. Mais ce qui la rend véritablement terrifiante, ce n'est pas seulement l'abus qu'il subit, c'est l'effacement méthodique de son identité. Dès que Néron décide qu'il sera à Poppée, Sporus cessa d'exister en tant qu'individu.
Il devint la toile vierge sur laquelle l'empereur projeta ses fantasmes. Et pourtant, sa mort, si tragique, fut aussi un ultime acte de résistance. En sélectionnant le suicide, il refuse l'humiliation finale. Il reprit, l'espace d'un instant, ce qu'on lui avait volé toute sa vie, le droit de décider de son propre destin. Peut-être est-ce cela, le plus bouleversant. Nous ne saurons jamais qui était Sporus avant cette tragédie. Quels étaient ses rêves, ses espoirs, sa vie possible. Tout cela fut écrasé par la folie d'un seul homme. Ce qu'il reste, c'est le récit d'un garçon transformé en impératrice contre son gré, qui a survécu à des années d'abus psychologiques et physiques, et qui, à la fin, a choisi la mort plutôt qu'une nouvelle dégradation. Un témoignage glacé de la cruauté humaine, mais aussi d'une forme ultime de résilience. Car son histoire nous rappelle que derrière les récits de grandeur impériale, il y a toujours des vies individuelles, broyées par la soif de pouvoir, et que, même après 2000 ans, leur souffrance et leur courage méritent encore notre mémoire et notre compassion.